chers auditeurs, vous faire écouter ce livre journal de la résistance française, ce qui l'anime depuis de nombreuses années, qui vous signale que c'est le mercredi. Nous sommes mercredi 20 mai, il est 19h30 et nous vous saluons bien, chers auditeurs. Bonsoir à vous. Et bienvenue donc dans ce livre journal de la résistance française. Alors, je remercie bien sûr, nous allons faire un concours de chant, tiens, je sens aujourd'hui, je remercie Nini Vlam, c'est Virginie à la réalisation de cette émission. Bonsoir Virginie, Virginie qui va nous gratifier tout à l'heure d'une musique de son cru. Ce sera au moment à peu près du Bobino, c'est-à-dire à 20h15, chers auditeurs. Donc n'hésitez pas, posez rapidement vos questions, chers auditeurs, avant même toute autre information. Dépêchez-vous de poser, nous allons pendant 45 minutes faire une revue de presse, mais dans la deuxième partie, nous avons un invité, Paul Codance. On parlera avec lui, entre autres, des vitraux de la honte. Les vitraux de la honte, ce sont les vitraux de Madame Claire Tabouret qui vont remplacer les grisailles de Viollet-le-Duc, qui avaient échappé miraculeusement au feu de Notre-Dame, mais qui n'ont pas échappé au couple Brigitte-Manu, et seront donc déposés pour voir à la place ces vitraux sur lesquels on a beaucoup de choses à dire, occultistes, satanistes, disent même certains. On en parlera à partir de 20h15 avec Paul Codance, qui est notre invité. Auparavant, je vous rappelle aussi courriel électronique exclusivement pour vos questions, puisqu'il n'y a personne au standard. Nous sommes, nous, bénévoles, que ce soit Lara ou moi-même, mais par contre, pas de bénévoles au standard ce soir. C'est dommage, donc vous envoyez uniquement par courriel électronique, s'il vous plaît, vos questions, remarques, observations. Ma chère Lara, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir chers auditeurs. Comment ça va ? Tout va bien. Je vous ai laissé écouter un petit peu le générique de cette musique, de cette émission du livre journal de la résistance française. Je vous ai posé la question, est-ce que vous le connaissez ? Vous pourriez nous en sortir quelques tirades, non pas la version... paroles en russe. Voilà. Parce que c'est un chant révolutionnaire qui s'appelle «Подали мы по взгорьям, шла дивизия вперед». Et donc, c'était vraiment un chant révolutionnaire que tous les enfants connaissaient par cœur, parce que la musique est entraînante. Et en russe, en fait, les textes sont souvent faciles à retenir, tellement c'est... Voilà, alors ça a été modifié, bien sûr. Exactement, par Serge de Beketch. Par Serge de Beketch. Et j'aime bien les Sainte-Russie, les paroles qui sont dans la version française me parlent aujourd'hui bien mieux que celles d'origine. Qui était une version soviétique. C'était une version de l'armée rouge. L'armée rouge, bien rouge, écarlate. Bien rouge, écarlate, qui combattait l'armée blanche. Voilà. Bien. La version française, elle est inversée. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est un hymne, une ode aux armées blancs. De résistants. Des résistants. Des résistants pour la Sainte-Russie. Aux bolcheviks, les troupes qui étaient restées fidèles au tsarisme, en tout cas qui étaient hostiles à la révolution bolchevique. Très bien, écoutez, voilà, je pense que j'ai posé les choses, chers auditeurs. Je vous demanderai vraiment, on pourra peut-être répondre à vos questions avant le Bobino et sinon vraiment dans les 10 dernières minutes de l'émission. Mais n'hésitez surtout pas, c'est une émission qui va être la revue de presse urticante, poil à gratter, comme c'est pas permis. Donc je vous assure, ça va vous donner envie de réagir. Ça gratouille, ça chatouille, et c'est urticant pour certains. Mais écoutez, c'est plus fort que moi. Il y a quand même un certain nombre de choses qui me révoltent profondément aujourd'hui, jusque dans ce qui est censé être notre famille politique. Donc je vais mettre... Comme à mon habitude, nous allons mettre avec Lara, comme à notre habitude, les pieds dans le plat. Bien, est-ce que vous avez quelque chose à nous annoncer ? Je pense que le chat a trouvé bonne famille. Oui, merci. C'est réglé. Merci à une dame, je crois qu'elle s'appelle Maude. Je la remercie sincèrement parce que c'est grâce à elle qu'on a trouvé un magnifique jeune couple qui aime les chats et notre Gaspard est désormais heureux. Et tout à fait bien. Voilà. Écoutez, voilà une bonne nouvelle. Grâce à Maude. Très bien. Merci Maude, merci de tout cœur, Maude.
Voilà, en particulier pour ce chat, voilà, ce chat blanc et noir de 9 mois qui a trouvé bonne famille. Parfait, merci Lara. Allez, vous voulez qu'on commence cette petite revue de presse ? Allons-y. Ah, formidable. Et oui. Ça nous rappelle le début, l'origine de... C'était le livre-journal Géopolitique profonde, lorsqu'au début nous avions comme ça 30 minutes à peu près de revue de presse. Maintenant c'est plus... Rythmé aux compositions qui étaient arrangées toujours par Nini Vlam. Exactement, tout est... par Virginie, dont nous exigions la présence le samedi matin. Ouais. Déjà au moment du livre-journal de la gastronomie, elle était requise, il était hors de question que ce puisse être quelqu'un d'autre. Puisque là, on était dans les bruitages musicaux. Maintenant, après, on s'est retrouvé dans des bruitages un petit peu plus peps, si j'ose dire, pour les revues politiques, les revues géopolitiques. Donc, c'est bien de retrouver cela, surtout qu'on ne vous retrouvera plus dorénavant, en tout cas d'ici longtemps, le samedi matin, puisque dorénavant, le samedi matin, eh bien, je suis seul dans le livre-journal. Et nous sommes concurrents. Géopolitique profonde, et en plus, on est concurrents. Moi, je suis sur la bande FM, vous êtes sur Internet, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais moi, je fais 3 heures et vous faites qu'1 heure et demie. Oui, mais... Pour un samedi matin. Ah, exact. Samedi matin, je devrais avoir Marc-Gabriel Draghi, excellent Marc-Gabriel Draghi dans la matinale. Que j'ai avant vous vendredi. Que vous aurez vendredi, comme tous les vendredis en tant que permanent, c'est vrai. Exactement. Et c'est un spécialiste aussi de la revue de presse très... Oh oui, il a des revues de presse tonitruantes avec une énergie terrible. Voilà. Alors, on va essayer de l'imiter justement ce soir, si vous le voulez bien. Le premier thème sur lequel j'aimerais que nous échangions un peu, Lara, c'est ce qui a été surprenant. D'ailleurs, ça a enchanté Donald Trump. Ça ne devrait pas, puisque c'est quand même quelqu'un de son parti, c'est quelqu'un qui l'a soutenu quand il s'est représenté en 2024. Il s'agit de Thomas Massie, qui... Eh bien, je crois, on va vérifier si c'est bien dans le Kentucky, se présenter aux primaires républicaines et a été battu Thomas Massie, que Trump traitait jusqu'à de salopard. Il l'injuriait. Je pense qu'on est un peu dans un cas typique de maladie dégénérative. Et donc, il est très injurieux, très insultant, Trump, sur ses réseaux sociaux contre ceux qui ont le malheur de ne pas lui reconnaître le titre de Messie des États-Unis. C'est le Messie, c'est le Christ. Pire, Nicolas, ceux qui ont le malheur de lui rappeler ses promesses de campagne. Ses promesses de campagne, c'est pourquoi ils avaient rallié le camp de Trump, c'était parce qu'il y avait des promesses au bout. Et ces promesses ont été trahies. Et Thomas Massie fait partie justement de cet environnement qui n'ont pas voulu s'arranger avec les trahisons. Donc, force et honneur à lui. En revanche, les États-Unis se retrouvent là, à mon avis, relégués sur un statut d'une quasi-république bananière. Voilà, il a été donc battu d'effet dans le Kentucky. Il a eu des lobbies très puissants qui lui ont été opposés, en particulier parce que parmi ce qu'il rappelait des promesses de campagne Donald Trump, il n'y avait pas que le fait qu'il serait un homme de paix alors qu'il s'est transformé et mué en homme de guerre au Proche-Orient. Non, c'était les dossiers Epstein. Mais voilà, les fameux réseaux Epstein. Thomas Massie était celui qui livrait l'ensemble il avait vu l'ensemble des 3 millions de courriels électroniques. Plus que ça, 9 millions, Nicolas. 3 millions, c'est ce qui a été rendu public. Il y a 9 millions de fichiers qui sont consultables aujourd'hui, mais sur place. Il faut demander autorisation d'y accéder en tant qu'élu. Vous y entrez sans téléphone, sans aucun moyen de photographier quoi que ce soit. Vous avez le droit à un stylo, un papier pour faire des extraits, pour faire des notes, mais vous ne pouvez rien sortir. Et cet homme-là, il a eu accès à l'ensemble du dossier, du dossier Epstein. Pas seulement celui qui a été rendu public. Voilà, donc résultat officiel, 10 points d'écart pour le candidat soutenu par Trump et par tous ceux qui voulaient faire perdre l'homme qui a forcé à la publication des dossiers Epstein. C'est grâce à Thomas Massie
que Trump, qui les avait promis pendant sa campagne et qui voulait trahir ses promesses de campagne, a été obligé, même s'il a beaucoup caviardé les 3 millions en tout cas qui ont été publiés. Et donc Trump avait décidé de se venger, ce qui montre d'ailleurs toute la compromission de Donald Trump dans les réseaux Epstein, qui lui en coûte, qui lui en déplaise. Ce n'est pas, comme il a cherché à prétendre l'être pendant des années, un lanceur d'alerte, l'homme qui aurait dénoncé Epstein. Non, Trump, c'est quelqu'un qui a mouillé, qui a crapoté, qui a mariné dans les réseaux Epstein. Donc, quand il voulait assécher le marais... Son épouse aussi. Et Melania Trump aussi, qui semble être aussi compromis. Oui, tout à fait, compromise dans ce... Et Thomas Massie, c'est lui qui avait dit que nul ne restera indemne s'il consulte ses dossiers. C'est dire ce qu'il a lu. Ouais. C'est dire ce qu'il sait aujourd'hui. Ouais, exactement. Ouais. Il y a un post X d'Édouard Husson à droite, le visage sépulcral, brutal, plein d'autosatisfaction, de l'homme des réseaux Epstein, dont le vote a été dopé par des millions de dollars et vraisemblablement de la fraude pour empêcher la victoire de l'homme photographié à gauche au visage plein de vie, pétillant, qui était Thomas Massie. Un de ces ingénieurs devenus rares aux États-Unis, désireux de servir la démocratie américaine. Voilà. Eh bien, jamais il n'a été aussi évident que les États-Unis sont une plutocratie aujourd'hui. Voilà. Et que pour être élu aux États-Unis, il vaut mieux désormais être banquier ou issu justement de ces réseaux d'avocats et autres plutôt qu'un ingénieur. Donc ça montre la décadence de ce pays, parce que si on regarde la Chine, si on regarde l'Iran, le nombre de jeunes diplômés ingénieurs, et les États-Unis ont en fait le grand rêve américain, c'est de devenir avocat ou banquier. Bon, écoutez, laissons-les à leur destin. Alors, ce que je trouve de plus amusant, c'est que cette plutocratie américaine, elle ne représente même pas, si j'ose dire, les intérêts de ses propres oligarques, de sa propre élite, mais ceux d'un État ethno-religieux étranger qui est l'État d'Israël, parce qu'évidemment, derrière Epstein, il y a le Mossad, derrière le Mossad, il n'y a pas... Et bien sûr, c'est l'État d'Israël, et on sait que les lobbies sionistes israéliens ont soutenu massivement celui qui a fait perdre Massie, peut-être même, non seulement par des millions, mais peut-être aussi par des fraudes. Les fraudes, on peut le dire, parce que Donald Trump, qui est si prompt à rappeler qu'il est victime d'une fraude Thomas Massie n'avait quasiment pas d'écart, selon les sondages. Et au moment du vote, il s'avère qu'il y a 10 points d'écart. C'est étrange, c'est étrange. Très étrange. En tout cas, voilà, la plus grande démocratie qui est désormais une des plus grandes plutocraties, je vous confirme ça. Ouais, exactement. Alors, on va changer complètement de sujet sur un des seuls éléments sur lequel on est gré à Donald Trump aux États-Unis, mais pour nous, c'est sans incidence. En effet, on peut dire que Trump, que ce soit sur le wokisme, que ce soit sur l'immigrationnisme, le droit de l'homisme, que ce soit sur aussi, on peut dire, le rejet des Khmers verts, des écolos bobos, de l'écologisme fondamentaliste, c'est quelqu'un qui ne transige pas et qui parle d'arnaque climatique, et sur ces points, au moins sur ces points, Trump a été à la hauteur des espérances. Ce sont des éléments de politique intérieure particulièrement, même s'il y a aussi le fait qu'il ait fait quitter, grâce entre autres à Robert Kennedy Jr. aux États-Unis, l'OMS. C'est à mon avis d'ailleurs une des raisons, l'ayant quitté avec l'Argentine, de cette fausse, de ce cirque pandémique qu'était l'antavirus. Rien que le nom, ça ressemble à un cirque, vous savez. L'antavirus vous présente ce soir la femme à barbe. Voilà. Donc, là, on va aller sur un sujet, si vous le voulez bien, justement lié à ces écolos dingos. Parce que s'il y en a moins aux États-Unis, ils migrent beaucoup. Et alors, il y a des dingues parfaits en Europe. Alors, un des pays où il y a le plus de dingues sur le sujet, c'est le Danemark. Danemark, déjà, le Danemark avec... Vous connaissez bien, en plus. Oui, mais j'observe en tout cas l'actuel Premier ministre danoise, Mette Frederiksen, qui alors est un monument oui, c'est de bêtises. De bêtises. Alors, elle est pro-OTAN comme c'est pas permis, c'est notre OTAN. C'est extraordinaire. Les Danois ont souvent été pro-OTAN, mais alors là, ça dépasse l'entendement. Ils sont très pro-américains.
Et donc elle est frappée d'une espèce de russophobie. D'ailleurs, on peut remarquer que c'est les femmes. Hein, on le voit avec Kaja Kallas, on le voit avec l'ancienne, la lettonne ou l'estonienne. Les femmes sont pas Van der Leyen, les femmes sont particulièrement haineuses et hargneuses vis-à-vis de la Russie. Je sais pas, c'est des femmes qui aiment peut-être les hommes déconstruits, alors Poutine ça leur va pas. Mais alors quelle haine, quelle rage vengeresse il y a entre autres chez cette Mette Frederiksen, la danoise, contre Poutine, contre la Russie. Je ne sais pas ce que la Russie lui a fait, franchement. Honnêtement. Nicolas, moi je pense que c'est pas vraiment parce que ce sont des femmes, mais c'est parce qu'on est dans une société qui impose la parité et que cette parité, en fait, artificiellement imposée, au nom des droits des femmes, etc. Je rappelle qu'en Russie, le droit des femmes, c'est pas un sujet. Hein. Ça fait très 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 longtemps que les femmes ont bien plus longtemps le vote, le droit de signer leur propre chéquier, etc. Tout ça, c'est vraiment pas du tout un sujet de société en Russie, que le droit des femmes, c'est presque une société matriarcale à ce titre-là. C'est la femme qui gère en fait, toutes les bourses, etc. de la famille. Ces femmes qui percent en politique, souvent, sont issues de familles où il y a déjà quelque chose qui est installé dès le départ. Et donc, c'est poussé par les anciens de leur propre famille. C'est le cas de Kaja Kallas, c'est le cas de Van der Leyen, c'est-à-dire les grands-pères qui sont très, très trempés dans la vie politique. Alors, les grands-parents c'était des nazis. Hein. C'était des nazis. Et en fait, vous avez la génération des enfants qui ont été frappés de honte Papy par SS, rapport à leur... Papy SS pour Van der Leyen, voilà, pour Kaja Kallas. Leurs propres parents étaient frappés de honte de l'appartenance et du destin de leurs parents. Et les petits-enfants, en fait, prennent une revanche sur la honte qu'ont subi leurs parents dans cette lignée. Il y a une résurgence toujours des grands-pères et des grands-parents plutôt vis-à-vis des générations qui... C'est la vengeance de l'opprobre que jetait la société sur leurs propres parents vis-à-vis de leurs leurs grands-parents. Alors là, vous allez voir avec le Danemark, donc c'est un pays qui est très écolo, alors qu'ils sont déjà verts, il y a des éoliennes partout. Franchement, c'est un pays, on peut pas dire que c'est eux qui contribuent d'une quelconque façon à la pollution dans le monde. Au réchauffement climatique, c'est pas la pollution, Nicolas. La pollution ne les intéresse pas, Nicolas. Oui, non, mais le CO2, c'est pas un non, sujet. mais la contribution même au CO2 industriel, vous voyez, par exemple. Donc, alors, dont on rappelle d'ailleurs maintenant, c'est-à-dire, je vous préviens, il y a un nouveau bréviaire qui relie climat et météo, qui est le suivant. Lorsqu'il fait moins chaud que les normales saisonnières, vous avez un dérèglement climatique. Et lorsqu'il fait plus chaud que les moyennes saisonnières, vous avez un réchauffement climatique. Bon, mais dans tous les cas de figure, c'est très anxiogène, c'est très grave. Docteur, et ça fait peur. Alors, là, la dinguerie, je dirais, c'est la dinguerie de la semaine, c'est la dinguerie du mois, c'est la dinguerie de l'année, puisqu'il a été décidé, au début, certains disaient, mais c'est pas possible, c'est une fausse information. Eh bien non, ça a été vérifié, c'est tout à fait justifié. 80 grammes de viande par semaine au Danemark dans les EHPAD. Voilà, ils ont trop contribué au développement du CO2. Et donc, voyez, la nouvelle du jour, c'est que finalement, voilà, ils se retrouvent dans les maisons de retraite de Copenhague. Les résidents auront 80 grammes de viande de bœuf par semaine. Et c'est la politicienne danoise verte Birgit Keller-Holst qui soutient cette mesure en déclarant que c'est cette génération, vous avez eu les boomers là, c'est vous les boomers. Après on me dit que je suis horrible avec les boomers, mais moi je ne suis pas aussi horrible que cette politicienne Grunen danoise qui soutient cette mesure en déclarant que cette génération de personnes âgées qui a nui le plus, à l'environnement et que tout le monde doit contribuer aux objectifs climatiques. Qu'est-ce que ça vous inspire franchement ? C'est 80 grammes de viande de bœuf par semaine. On reconnaît une société à la façon dont elle traite ses anciens, non ? Il y a deux extrémités, en fait, les enfants et les anciens. C'est cette société-là, elle est malade.
parce qu'elle est en défaillance sur les deux. Traitement des anciens et traitement des enfants. D'ailleurs, les EHPAD, ce n'est pas une norme. Ce n'est pas normal de mettre les seniors dans les EHPAD. Écoutez, c'est déjà une punition, à mon avis, en soi. Alors déjà, de toute façon, c'est vrai que vouloir éliminer le gaz carbonique, on le sait, entre autres notre ami Olivier Tournafont, patron d'émission, du livre journal du droit et des libertés, et souvent on fait des émissions sur ce sujet, donc il faut être quand même sacrément fêlé pour vouloir supprimer, éliminer le gaz carbonique dont la nature a besoin. Mais alors là, le niveau de supercherie quand même, c'est quelque chose. Donc cette politicienne veut réduire. Alors on comprend mieux maintenant 80 grammes par semaine de viande de bœuf pour les punir, les horribles boomers, pour avoir trop contribué donc à ce réchauffement climatique. Ce serait intéressant de savoir, c'est en une seule prise ou c'est divisé en 12 grammes ils font comme ils veulent, mais pas plus de 80 grammes. On rigole avec le pass social des Chinois et tout, mais là on est en plein dedans. Maintenant vous aurez le droit à 80 grammes maximum, donc c'est bien. Je pense qu'en plus les EHPAD, qui sont d'abord des entreprises lucratives, doivent y trouver leur intérêt. Mais on comprend mieux pourquoi l'acharnement finalement dans des pays aussi comme la France par rapport au cheptel bovin qu'on picouse avec la dermatose, la fameuse dermatose qui fait qu'on picouse, voire on massacre le troupeau entier, donc on réduit fortement le cheptel bovin. On comprend mieux aussi le lanceur d'alerte, bien sûr, le professeur Perron, qui avertit, on sait, le spécialiste de la maladie de Lyme, qui explique qu'il y a que maintenant, il y a une nouvelle, et c'est une mutation dirigée certainement dans les laboratoires. Et peut-être que derrière cela, il y a l'horrible, l'infâme Bill Gates. Mais en tout cas, il est apparu dans la nature ces derniers temps des tics très particuliers. Quand ils vous piquent, vous devenez allergique à la viande rouge. À la pratique. Viande. C'est pratique. Et quand on sait qu'en plus Bill Gates a investi dans les plus grandes sociétés de viande synthétique, voilà. Mais c'est pas grave, vous avez été piqué par un tic, mais vous pouvez manger de la viande synthétique. Je vais vous imprimer votre steak en 3D. Oui, et Virginie, deux steaks en 3D. Saignant, s'il vous plaît. Oui, il fait faim, là, il est bientôt 20h. Voilà. Non, mais c'est ahurissant, quand même. Voilà. Je voulais, évidemment, vous parler de ce sujet. Je vois qu'il y a déjà une question. Alors, cet auditeur, les motivations de... Oh là là, et puis c'est un long message. Allez, je vais vous le lire tout de suite. Les motivations de Trump sur l'Iran me semblent avoir un lien avec les propos d'Epstein, Steve Bannon et les révélations de sa nièce Mary, qui parle d'un homme sans scrupules, un aventurier qui trompe son entourage, ses associés, avec des comptes arrangés, comme son père faisait ses affaires avec des cadeaux compromettants. Un Epstein qui était banquier et qui disait avoir rompu avec Trump pour ne pas se compromettre. On a donc plus sérieux que les photos peu compromettantes avec des filles, qui seraient un rideau de fumée et une bonne motivation pour suivre un Bibi qui veut coiffer les lauriers pour échapper à ses affaires de corruption et qui d'ailleurs réclame à corps et à cri le retour de la guerre actuellement au Moyen-Orient, Benjamin Netanyahou. Mais dans l'affaire iranienne, on constate chez Trump une agressivité, une grossièreté qui dévoile une abolition des inhibitions, une incohérence qui marque bien une baisse des capacités cognitives, bref, tous les symptômes d'une démence sénile, probablement vasculaire, où ces signes sont majorés avec une possible décompensation induite par la charge politique des crises qu'il déclenche. Dites donc. Je pense effectivement que la démence, qui en plus est adossée à un état de stress permanent que doit vivre un président, quel qu'il soit, c'est quelque chose de très, 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 très éprouvant. Oui. Donc, vu qu'il est parfois même évacué des conseils de sécurité parce que ces solutions sont beaucoup trop irréfléchies, radicales, etc., ça montre qu'effectivement, il arrive par moments à des moments tout à fait dangereux. Allez, on change de sujet, Lara. On va aller sur... je l'avais promis à plusieurs reprises aux auditeurs de Radio Courtoisie. C'est une interview qui a eu lieu il y a à peu près une semaine
de Bardella au Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eh bien, vous parlez allemand? C'était même ma première langue, hein, tenez-vous bien. Donc il a fait une interview, le Bardella, et je veux en parler, et je pense que même j'en parlerai à chaque émission jusqu'aux élections présidentielles, élections dont j'avoue je me contrefous moi aujourd'hui, c'est leur agenda, c'est l'agenda de ceux qui nous dirigent, ça ne devrait plus être notre agenda. Mais Bardella quand même, il montre toute l'imposture de ce qui est devenu le Rassemblement national. Donc j'ai décidé de faire une revue de presse très urticante. Ça chatouille, ça gratouille, et c'est pas des papouilles. Voilà, et ça démange, c'est l'urticaire. Donc je suis désolé pour ceux qui soutiennent encore les Le Pen Bardella, mais moi c'est plus le cas. Et en tant que bon gaulliste et souverainiste, c'est plus possible aujourd'hui. On a vu les prises de position, il n'y a pas que le discours, hein. Il y a les votes du Rassemblement national, hein. On ne va pas revenir dessus, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Parlement de Strasbourg, hein, que ce soit d'applaudir debout et de rester pour aller ensuite saluer Zelensky pour Bardella, qui nous dépouille. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Bon, on va y revenir justement, ça qui nous dépouille. Donc, florilège de l'interview de Bardella au Frankfurter Allgemeine. Donc, toujours le couple franco-allemand. Donc Bardella nous dit oui, le président français est l'ami du chancelier fédéral et cela doit rester ainsi. Nos pays ont réussi à établir une collaboration durable avec une histoire douloureuse. Au-delà de nos désaccords, les relations franco-allemandes constituent le fondement de l'Europe. Voilà, donc c'est le discours de Macron, hein. Macron ne dit pas autre chose. Après, poncif européiste. Concrètement, nous dit Bardella, je vois des accords avec le chancelier fédéral Merz sur la question du démantèlement de la bureaucratie et sur la nécessité de construire une Europe compétitive. Un alignement sur Merz, y compris sur l'immigration. Hein. Donc, je suis également d'accord avec le chancelier fédéral sur la politique migratoire. Ah bah dis donc. Voilà. De mieux en mieux. De plus en plus immigrationniste, hein, l'ami. Nous voulons que la France reste ouverte. Alors, écoutez bien, chers auditeurs, qui allez vous apprêter à aller voter Bardella. Ou Marine Le Pen, hein, qui soutient Bardella, qui en a fait son dauphin. Ce que dit Bardella, nous voulons que la France reste ouverte à ceux qui viennent chez nous avec la volonté de travailler et de contribuer au succès économique. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'immigrés comme ça en France aujourd'hui. Et bravo. Le chômage ne bat pas tous les records. Il y a beaucoup encore de travail. Alors la droite identitaire qui reproche en disant « il ne faut pas dire du mal, parce que sinon ils ne viendront plus ». Bon, bah écoutez, moi je vous confronte au discours du Rassemblement national. Si vous avez leurs députés, si vous avez leurs représentants, posez-leur la question. Posez la question, est-ce que, voilà, donc plus d'immigration. C'est ça le Rassemblement national aujourd'hui, mais il faut le dire, quoi. Il faut arrêter cette imposture de faire croire que le Rassemblement national, c'est le Rassemblement national de Jean-Marie Le Pen. Ça n'a plus rien à voir. Point. Dans la coopération avec l'Allemagne, que dit Bardella concernant le prix des énergies justement qui sont imposées par l'Allemagne pour être ça. On ne sort pas de l'espace énergie Europe. Non. On n'en sort pas, même pas comme l'Espagne et le Portugal qui a eu une exemption. Donc on continue à subir des prix exorbitants, à avoir un marché européen de l'énergie qui a été, à mon avis, même construit pour nuire à la France. Et Bardella dit on ne sort pas du marché européen de l'énergie. Voilà. Vous vouliez la question, je vous donne la réponse. J'ai lu, non et pas en allemand. Mercosur, à qui on doit le Mercosur ? Allemands. Aux Allemands qui avaient besoin de vendre des autos, Volkswagen et autres, aux Sud-Américains. On doit la mort de nos agriculteurs aux Allemands. Alors, il est on va voir la réaction de l'AfD, très hostile à l'AfD, donc le parti, un vrai parti patriote, nationaliste en Allemagne, le parti AfD. De nombreuses positions de l'AfD sont incompatibles avec nos principes. Avec nos principes, il dit Bardella. Mais de quoi tu parles, Bardella ? De quel principe ? En quoi l'AfD est hostile à des principes du Rassemblement national ? Mais voilà, donc c'est... Les nouveaux principes, à mon avis, vous n'êtes plus au courant de leurs principes récents, c'est tout. Sur l'AfD toujours, alors là vous allez voir, l'AfD a une forte aile anti-européenne qui demande une sortie de l'Union européenne. Ce n'est pas notre position. Voilà, ce n'est pas. Donc voilà, il sort pas de l'Europe. Voilà, oui, il est européiste. Mais c'est là les principes. On sort pas de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'il y aura comme différence entre Édouard Philippe et Jordan
Bardella, j'ai envie de dire, au moins Philippe, il a un minimum d'expérience politique, ce qui n'est pas le cas de Bardella, qui n'en a aucune, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui a écrit plus de livres qu'il en a lu. Enfin, bon, ce qu'il a écrit, il n'a rien écrit du tout. Enfin, voilà, qui est un illettré, un imbécile, et qui, demain, serait président de la République. Mais qu'est-ce que c'est que cette vaste fumisterie ? Donc, il ne veut pas sortir du marché intérieur de l'électricité, je vous disais, non. Surtout pas. Alors, très anti-russe, le Bardella, très anti-russe. Respect de l'OTAN, alors là, à fond sur l'OTAN. On reste dans l'OTAN avec Bardella. Donc ça, sachez-le aussi. Voilà, on reste avec Bardella sur l'OTAN. Nous nous sentons liés par les clauses d'assistance au niveau européen. Si la Russie attaque un pays de l'Union européenne, cela devrait nécessairement provoquer une réaction implacable de toutes les nations européennes. Nous sommes tenus à l'engagement du flanc Est de l'OTAN. Voilà, nous sommes tenus à l'engagement du flanc Est de l'OTAN. Jordan Bardella. Non mais... Et après, on va me reprocher, on va dire « Oui, Stocker, il faut aller voter. Mais je vais voter pour qui ? Très honnêtement, dans cette élection présidentielle. Vous croyez que je vais voter pour un type comme Bardella ? Mais c'est Macron, c'est pareil. Moi, j'ai jamais voté pour Macron, je ne voterai pas pour Bardella, il n'y en a pas question. Voilà. Et puis alors, il a l'air de vouloir faire bosser plus longtemps, finalement. Alors, c'est drôle parce que non, mais les mecs, ils ont à peine fait une promesse qu'ils reviennent dessus et ils vont même à l'inverse. Ils voulaient revenir à la retraite de 60 ans, mais finalement, il va peut-être travailler un peu plus longtemps. Bon, ça, à la limite, il y a certains qui vont trouver ça bien. C'est pour plaire au LR, Nicolas. C'est pas pour vous plaire à vous. Oui, c'est un libéral sur le plan social et économique, Bardella. Oui, très très clairement. Voilà, donc voilà le point. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça, ma chère Lara ? Non, il y aurait beaucoup de choses à ajouter, mais passons, Nicolas, parce que ça alors l'AfD a réagi quand sur les liens, sur son appui à Merz, Bardella qui appuie Merz. Il devrait d'abord devenir président, dit en effet l'extrême droite. C'est vrai, Merz, c'est 20% de popularité, Bardella. Je ne sais pas si ça continue comme ça, si tu feras 20% à la présidentielle, même s'il y a des sondages bidonnés qui te donnent 38 aujourd'hui. On verra. Allez, on continue cette petite revue de presse, si vous le voulez bien. Ah oui, alors là, quand même, j'avoue que c'est très très fort. L'arrestation arbitraire par les Israéliens de ressortissants européens. Voilà, Israël kidnappe des citoyens européens depuis 48 heures. Bon, c'est Israël, c'est pas l'Iran, c'est pas la Russie. Sinon, là, évidemment, il y aurait des cris d'orfraie de toute la classe politique. Il y aurait tous les directs sur toutes les chaînes. Il y aurait eu... oh là là, j'imagine pas, Nicolas. C'est impossible. Donc la France elle-même condamne quand même des agissements inadmissibles avec les militants de la flottille pour Gaza. Non, mais c'est qui pas ont été inadmissible. Arrêtés, agenouillés, en détention. Nicolas, regardez les images. C'est abject. C'est-à-dire les femmes frappées par des hommes, mis par terre, tête contre le sol, avec un type qui passe, mais qui ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Moi, je veux bien, c'est des gens qui perturbent leur politique et tout ça. Je veux bien, je comprends, ça leur plaît pas. Mais ce traitement-là, quand après, ils attaquent des magazines qui dénoncent des crimes sexuels dans les prisons israéliennes, mais tout est là. Ils se filment, ils sont fiers de ce qu'ils nous montrent. Ils mettent des gens par terre, donc la tête contre le sol, le cul en l'air, avec une musique, ils filment ça, ils en sont fiers. Écoutez, ceux à qui je disais faites gaffe avec ce qu'a fait Israël en Arménie, faites gaffe à ce que vous avancez aujourd'hui. Écoutez, c'est la preuve. Alors en plus, c'est mis en spectacle de ces arrestations arbitraires, des gens agenouillés, les mains liées. L'inénarrable, c'est toujours le même, le petit gros, vous savez, Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la sécurité nationale, donc qui a trouvé ça très bien, qui est arrivé, vous savez, celui qui met un petit pins avec un nœud coulant pour qui a reçu se justifier du régime d'apartheid israélien où on peut pendre et condamner à mort les terroristes palestiniens. Un gâteau pour son anniversaire en forme justement de cette corde. Oui, avec le nœud coulant. C'est décomplexé d'une espèce de radicalité absolue. C'est insupportable. C'est insupportable. Non, mais il est particulièrement répugnant, ce petit gros. Je dois dire, là, c'est quelque chose...
C'est vrai que dans l'affaire Brigitte, on parle des fois d'un petit gros, mais alors c'est rien à côté de celui-là. Il est répugnant, dégoulinant de haine. Non, il est toujours jovial. Il est jovial, il voit les gens agenouillés par terre, il a le sourire. D'ailleurs, son parti, ça s'appelle Force Juive, et le représentant français de cette association, pas de ce parti politique, donc de monsieur Itamar Ben-Gvir, voilà. C'est un avocat, donc qui a défendu entre autres tous ces juifs israéliens qui avaient des comportements ignobles vis-à-vis des chrétiens, qui leur crachaient dessus, qui les frappaient, et il a tenu des propos abjects, Itamar Ben-Gvir, contre les chrétiens. Moi, je le dis à les judéo-chrétiens, là, les Zemmour, les Knafo, mais même les Marion Maréchal Le Pen, et toute la bande, et toute la clique. Et les Bardella aussi, voilà, donc, qui se prétendent, ou quand on sait que Madame Knafo, quand même, est membre au Parlement européen des chrétiens d'Orient, des soutiens aux chrétiens d'Orient. Et pas un mot. Voilà. Pas un mot, au contraire, ils sont allés faire leur alia avec Jordan en Israël il y a quelques mois, et donc le même Ben-Gvir, donc qui a un parti dont le représentant en France nous écoute, semble-t-il, écoute TV Liberté, écoute GPTV, écoute Radio Courtoisie, et crache copieusement, relié par de faux amis, entre autres de Riposte Laïque, Résistance Républicaine, qui relaient, qui en profitent, d'ailleurs, c'est là une habitude chez eux, pour cracher sur nos colonels et nos généraux, et donc qui donne la parole à cet individu qui dit oui, Radio Courtoisie, il y en a certains, c'est une honte. C'est la seule honte, cher monsieur, c'est le comportement de votre chef de file, Itamar Ben-Gvir, qui même, d'ailleurs, c'est dire, s'est vu contesté par le ministre des Affaires étrangères, qui lui a dit que c'était un spectacle honteux. C'est monsieur Sarr, donc sur X, qui est le ministre Gideon Sarr, le ministre des Affaires étrangères. C'est pour dire qu'on n'aille pas dire que je suis antisémite. Je vais citer celui qui dénonce le mieux, c'est un juif, qui dénonce le comportement ignoble d'Itamar Ben-Gvir. C'est son ministre, c'est son collègue ministre des Affaires étrangères, Gideon Sarr. Vous avez sciemment, dit-il à Ben-Gvir, nui à notre État avec ce spectacle honteux. Et ce n'est pas la première fois. Vous avez réduit à néant les efforts immenses, professionnels et fructueux fournis par tant de personnes, des soldats de Tsahal au personnel du ministère des Affaires étrangères et bien d'autres encore. Non, vous n'êtes pas le visage d'Israël. Alors moi, je note ce que dit Gideon Sarr. Vous n'êtes pas, Ben-Gvir, force juive et son représentant français. Vous n'êtes pas, et heureusement qu'il y a des ministres et des hommes politiques en Israël qui sauvent l'honneur d'Israël. Bravo. D'accord. Oui. La question maintenant se pose, de quel droit ces gens-là sont arrêtés et à quel titre ? À quel titre ces gens-là sont aujourd'hui emprisonnés en Israël ? Israël qui dit combattre tout ce qui est kidnapping, prise en otage. Ces gens-là sont aujourd'hui libres de leur mouvement ? Bon, et ils sont européens, ils n'ont commis aucun crime, ils ne sont pas allés avec des armes. Faut quand même le rappeler. On est bien d'accord. Alors, autre thème, on va en changer. Le prêt à l'État, alors ça peut aller vite, mais ça c'est vous qui allez en décider, Lara, je vais vous laisser un peu la parole sur ce point. Le prêt à l'État le plus corrompu du monde, donc ça y est, les Européens ont commencé à préparer 3,2 milliards d'euros à Kiev. Quand on cherche quelques millions pour restaurer Chambord, quelques dizaines de millions pour rendre plus soutenable l'augmentation des prix de l'énergie, et on les a pas, bien sûr, et on fait du gel de crédit et plusieurs milliards de gel de crédit quand on s'appelle Le Cornu. Par contre, les milliards pour l'État le plus corrompu probablement d'Europe, c'est-à-dire l'Ukraine. Il y a encore actuellement le Nabu, entre autres, est sur le point de vouloir arrêter la femme, l'épouse de Zelensky, les plus proches de Zelensky qui sont mouillés. L'ami personnel de Brigitte Macron, je rappelle. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, ami personnel de notre Brigitte. Ils sont président d'une association ensemble pour la défense des enfants. Donc d'ailleurs, une association dont Lena Zelenskaya, qui est à la tête, donc un des chauffeurs a dénoncé le fait qu'il déposait les enfants pour des adultes peu vêtus, décomplexés pour récupérer ces gamins. Et c'est à Paris que ça se passait.
Et c'est pas l'affaire Epstein, hein, là c'est encore autre chose. Voilà, donc Olena Zelenskaya, effectivement, elle est aujourd'hui... Donc Zelensky a renforcé sa protection personnelle. Aujourd'hui, il faut savoir que son bras droit, donc Yermak, celui alias Alibaba, oui, qui recueillait des sommes pour Vova. Pour son ami Vova. Voilà, Vova, c'est Zelensky. Sur des complexes de villas de luxe près de Kiev. Vous n'oublierez pas la maison pour Vova. Voilà, avec son ami Mindic, qui est aujourd'hui en bonne place, Carlson. Hein, Carlson, pas Carlson Tucker. Oui, mais l'Ukrainien Mindic, il est à Tel Aviv. Israël. Oui, bien sûr. Ça va. Il est à l'abri. Israël n'extrade pas des personnes qui ont des doubles, triples nationalités, dont israéliennes. Donc, il est à l'abri, Mindic. Olena Zelenskaya, elle n'est pas à l'abri. Peut-être qu'elle est à l'abri en France, on va savoir. Mais en tout cas, oui, l'étau se resserre. Il y a de plus en plus d'éléments. Et c'est assez impressionnant qu'on n'a nul presse qui en parle. C'est-à-dire, à aucun moment, on nous parle de ce scandale absolu qui se passe en Ukraine. Ukraine, que je signale, aujourd'hui, 2e pays dans le monde en nombre de ventes de Bentley. Donc, on finance des Bentley, chers amis. Continuez ainsi. Oui, je suis passé devant une vitrine de Bentley, alors je me suis dit, moi, j'ai pas les moyens. Je ne suis pas ukrainien oligarque. J'ai pas les moyens de me payer une Bentley, même pas la casquette. même pas la casquette Bentley. J'ai vu, ou le petit polo Bentley. C'est bien trop cher pour moi, chers auditeurs. Il y a énormément de questions d'auditeurs, donc il va falloir trouver... faut se dépêcher. Donc voilà, on va se dépêcher. Je dis juste, alors pour mémoire, moi qui habitant à Conflans-Sainte-Honorine, j'utilisais la ligne J et je me plaignais déjà amèrement, et je vous en faisais part, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Assez souvent, jusqu'à Saint-Lazare, avec les problèmes de la ligne J, toujours avec des trains en retard. Mais alors là, on a battu les records, puisque à un moment donné, il n'y avait plus de train du tout, parce qu'ils ont refait complètement les rails. Et c'était les grands travaux de remise en état. On s'est dit, attention, on va voir ce qu'on va voir. On va voir des trains qui vont arriver à l'heure. Ça va rouler plus vite. Voilà, et ça va rouler plus vite. Et nouvelle, donc, depuis le mois d'avril, on ne l'apprend que maintenant, il y a les rames qui ont été abîmées par les nouveaux rails qui avaient des défauts. Non, mais c'est les 2 tiers. Plus de 60 rames sont immobilisées aujourd'hui sur la ligne J. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec même pas un train sur 2. Alors vous imaginez le nombre de personnes. Et alors vous savez, les consignes entre 7h et 9h le matin et à 19h le soir, c'est-à-dire quand vous bossez, les gens qui bossent. Moi, j'aimais beaucoup prendre le train. Je le prenais rarement à cette heure-ci parce que moi-même, je travaillais à Conflans à ce moment-là, mais ça m'arrivait quelques fois parce que j'aimais voir, C'était un moment quand même où il y avait moins la faune qu'habituellement. Vous aviez les odeurs agréables de parfum, les femmes pomponnées qui allaient au travail, les hommes en attaché-caisse. Tous les gens qui venaient de Gisors aussi, qui descendaient maintenant, ils auront un train à peu près toutes les heures. Et alors, on leur demandera 1 heure ou 2 heures avant de bien consulter. C'est-à-dire qu'ils ne sont même plus capables de dire quand des itinéraires bis. Voilà, et sinon prendre des itinéraires bis. Mais c'est une horreur. Qui n'existe pas. Mais ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont impactées dans leur vie. C'est une horreur. Et alors, des trains horriblement bondés. On va bientôt les entasser, vous savez, comme au Japon, là, jusqu'à écrasement dans les rames. C'est horrible. Et tout ça, on le doit, alors pas qu'à lui, mais quand même... disons un mot de Jean Castex. Oui, maire de Prades. Mais moi, à Prades, dans mon grenier, j'ai un petit train. Il marche toujours bien. Il arrive à l'heure. Il passe sous le tunnel, il y a le garde-barrière. Voilà, il arrive à l'heure. Ce sinistre imbécile, dont on rappelle quand même les meilleures perles. Papy et mamie iront manger la bûche dans la cuisine pendant la crise Covid. Vous irez surtout, ne soyez pas debout pour prendre votre café. Vous devrez être assis parce que, évidemment, ça vole haut les virus, donc ça par contre ça ne le dérange pas lorsque dans ces métros, dont il était le PDG de la RATP et maintenant de la SNCF, que les trains soient bondés, là ça ne le dérange plus, étrangement. Le même. Distanciation sociale sur le quai, mais pas dans le train. Mais le masque, il faut le mettre sur la bouche et sur le nez. Voilà. Donc Jean Castex, qui est un type qui a participé à la liquidation de l'État, déjà à l'époque de Nicolas Sarkozy jusqu'à Emmanuel Macron, officie maintenant à la SNCF. Donc on voit le résultat.
calamiteux comme le personnage. Très bien, écoutez, je vois qu'il est 20h16 et j'en vais être légèrement en retard, donc on va se dépêcher. Si on voit que c'est trop long, on attendra la fin, puisque donc après on a cette courte pause et puis on va recevoir notre invité. On va parler entre autres des vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On continue l'urticaire. Donc on va continuer à être urticant. Oui. Alors, un auditeur qui nous dit sur la viande, justement, Sandrine Rousseau a déclaré que de manger de la viande était d'extrême droite. Voilà la ligne écologique pour l'avenir. Vous avez raison, cher auditeur, de le rappeler. Cet auditeur, il faut parler aussi de l'identification numérique des objets mis en place par l'Union européenne à partir de juillet prochain, voulu par la BCE, qui s'insère dans la facturation électronique, Nicolas, en septembre. On pourrait aussi, oui. Le goulag numérique financier. Le goulag numérique, le goulag européen. On note bien le grand silence du Rassemblement national sur ce sujet cauchemardesque. Bien sûr, comme tout. Non, mais le vote pour, Nicolas, c'est pas le grand silence. Ils ont voté pour. Au sujet des dossiers Epstein, n'oublions pas que l'analyse des messages publiés a montré une chute très drastique sur la période 99-2001 jusqu'au 9 septembre. N'oublions pas aussi qu'il a rencontré un fondateur du forum duquel se sont développés les mouvements trans et QAnon, et que l'on a un message Epstein qui se félicite du potentiel à utiliser cette plateforme pour développer des mouvements déstabilisateurs. Dernière réflexion sur les excès comportementaux de Trump. Beaucoup des gens de son âge et de son rang aux USA suivent des médecines anti-âge qui se basent entre autres sur des mix hormonaux. En vous remerciant pour garder votre esprit critique et liberté et ne pas suivre le chemin déshonorant d'une partie des journalistes de CNews. Ah bah il va pas par de main morte, notre auditeur. Voilà. Bobino, Nicolas, Bobino. Une auditrice, Bardella est un petit Macron en puissance. Oui. Voilà. Merci pour vos réactions. Alors encore beaucoup de réactions, on les traitera tout à la fin, chers auditeurs. Exactement. Envoyez-les encore. Continuez. Allez, le Bobino, s'il vous plaît, chers auditeurs. Vous êtes dans le livre journal de la Résistance française. Chers amis de Radio Courtoisie, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Nous sommes désormais disponibles gratuitement en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Podcast. Politique, société, religion, littérature, histoire et culture, retrouvez désormais toutes vos émissions préférées directement dans vos téléphones. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans ce livre journal de la Résistance française, seconde partie. Continuez à envoyer vos questions, à réagir sur la première partie, sur la revue de presse. Nous poserons tout à la fin vos questions, ou nous lirons en tout cas vos remarques, vos observations. Avec Lara, on est assez rapide dans les réponses, ça tombe bien, contrairement à certains de nos invités, ce qui fait qu'on ne peut pas à ce moment-là poser vos questions. Vous êtes très nombreux et on en est très heureux à continuer à poser des questions, chers auditeurs. Donc, nous avons... Petite précision sur la musique qu'on vient d'entendre. Alors, c'est important. J'allais y venir. Pardon. Justement, j'allais y venir. Donc, après le Bobino, nous avons eu cette musique. À nouveau, ceux qui s'en souviennent et qui ont bonne mémoire, il y a 2 semaines, on l'avait déjà passé un morceau. C'est une musique originale, une création de Nini Vlam, de Virginie. C'est bien ça, Virginie. Peut-être voulez-vous nous dire 2 mots sur cette composition. Oui, avec plaisir. En fait, effectivement, c'est une composition où j'ai passé du temps dessus. C'est en musique assistée par ordinateur. Et c'est le début d'une symphonie que je suis en train de créer. Voilà. Et là, on est sur le premier mouvement de la symphonie. Ah bah écoutez, je vous encourage à continuer. Merci beaucoup. C'est magnifique. C'est très belle réussite. Très, voilà. C'est enlevé. Ouais. Exactement. Moi, j'y trouve Wagner, Tchaïkovski, Khachaturian. Continuez ainsi, chère Virginie. Merci beaucoup, merci. Très très bien. Voilà, bravo à Nini Vlam, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lui écrire en tant que compositrice maintenant.
Donc, exactement. Et interprète. Exactement. Bien, alors, il est présent parmi nous, plutôt en distanciel, mais c'est tout comme. Ce sont les joies de la technique, des studios dits virtuels, même si nous sommes dans le studio réel avec Lara à la radio. Eh bien, notre invité du jour, avec qui nous allons parler entre autres, des nouveaux vitraux de Notre-Dame, dont Lara va faire un rapide résumé des enjeux, et puis après on posera la question justement à l'invité de ce qu'il en pense. Eh bien, cet invité, je le salue tout de suite, puisqu'il est parmi nous. Il s'agit de Paul Cadence. Bonjour, cher Paul, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonjour, bonsoir. Eh bien, nous vous entendons aussi, donc c'est parfait. Paul Cadence, alors, pour vous décrire, c'est pas simple, parce que vous faites partie de ces hommes qui ont plusieurs vies déjà, et une très jeune, vous avez d'ailleurs arrêté vos études pour vous consacrer à la restauration de voitures anciennes, vous avez fait donc un atelier de carrosserie et développé votre activité donc de carrossier pendant 10 ans, et puis vous avez commencé à faire vos premiers meubles design, vos premières chaises, réalisées aussi dans un atelier, vous êtes devenu donc designer, vous avez travaillé et proposé sur le marché du design, un certain nombre d'objets, voilà. Vous avez donc, vous êtes le premier designer belge de votre génération à être reconnu et vous distribuez vos créations dans le monde via des salons comme le salon d'El Mobile à Milan. Et puis, eh bien, vous êtes aussi quelqu'un qui vous est intéressé à un moment donné à autre chose qu'au design, mais aussi eh bien, à la philosophie avec un parcours qui va d'Héraclite à Marx, en passant par Socrate, Platon, Aristote, Descartes, Spinoza ou encore Hegel. Eh bien, vous n'avez pas été le seul, je le fus aussi, et Lara aussi, dérangé, c'est le moins qu'on puisse dire, par les mesures prises durant la crise Covid, et vous êtes mis à écrire, vous avez eu bien raison d'écrire, ça soulage, votre premier essai philosophique, qui était Philosophie de la soustraction, aux éditions Les Impliqués, l'Harmattan, en 2023. Je suppose que ce livre, d'ailleurs, Paul Cadence, est toujours édité. Bien sûr, oui. Donc on peut bien sûr se le procurer. Et il y a un certain succès sur ce livre qui vous amène à donner des conférences. Vous allez travailler entre autres avec le média Le Courrier des Stratèges qui vous offre une tribune, et ce pendant toute l'année 2024. Vous écrivez aussi des articles sur le média Le Banquet, de Juste Milieu, Rémi, c'est ça, de Juste Milieu, qui vous remarque. Votre deuxième essai aux éditions d'Ulysse Bleu, Philosophie du devenir. Et vous travaillez actuellement sur un troisième essai qui se titrera, L'intelligence universelle. J'ai envie de dire intelligence universelle contre l'IA, contre l'intelligence artificielle. C'est bien ça ? Ouais. C'est très bien, parfait. Parfait. Merci. Eh bien, écoutez, Paul, on va peut-être écouter un instant la présentation par Lara de la fameuse polémique des vitraux tels que voulus mordicus par le couple Macron pour remplacer, je le disais, les grisailles du 19e siècle de Viollet-le-Duc qui avaient miraculeusement donc échappé à l'incendie de Notre-Dame, mais ils n'ont pas échappé aux ailes modernistes des Macron qui ont décidé d'offrir à Claire Tabouret pour 4 millions d'euros la possibilité de remplacer ces vitraux. Ils le seront probablement au mois de décembre. C'est l'aile sud de la cathédrale qui est visée, tout le lieu, je dirais, les chapelles, les petites chapelles autour de la Pentecôte, justement, qui est la Pentecôte de cette fin de semaine. Et donc, des représentations qui sont censées être des représentations de la chute du Saint-Esprit sur la Vierge et sur les apôtres. Lara. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, notre société, elle est dirigée pratiquement par les médias sur ce sujet pour nous diviser entre ceux qui sont pour cet art moderne ou ceux qui sont contre. Il se trouve que dans l'histoire de Notre-Dame et des vitraux de Notre-Dame, il y a autre chose. Ça n'a rien à voir avec le choix du beau, pas beau. Donc, reprenons depuis le départ. 2019, l'incendie de Notre-Dame, il y a des miracles, parce qu'il y a
la statue de la Sainte Vierge qui survit. Le 15 avril 2019. Voilà, il y a les reliques qui tombent en dehors de l'incendie alors qu'ils auraient pu tomber à l'intérieur et disparaître ainsi. Et puis, il y a ces vitraux qui sont gardés. D'ailleurs, la façon dont les pompiers ont opéré sur l'extinction d'incendie ont permis de préserver Notre-Dame. Donc, ces vitraux ont survécu à ce qui était vraiment une catastrophe et tout à coup, ils doivent être remplacés. C'est un choix complètement politique, c'est un choix, je pense, qui est mené par une espèce de mégalo, mais pas que, parce qu'il y a un message dedans. Notre-Dame, c'est pas simplement un monument historique, c'est le cœur même du christianisme européen. C'est le symbole le plus reconnu, le symbole chrétien le plus reconnu sur Terre aujourd'hui. Donc, on est en train de transformer ce symbole par l'intérieur, justement à travers ces vitraux, parce qu'on choisit quelqu'un qui n'est pas anodin dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est Claire Taboret ? Certes, c'est une artiste peintre française qui vit aux États-Unis, mais qui a des penchants extrêmement glauques. C'est dès le départ, il y a quand même des œuvres qui sont consacrées aux victimes des tueries abominables. Et ce ne sont pas des portraits qui glorifient ces victimes. Hein, ça leur montre, ça glorifie plutôt les assassins. Les assassins, parce que ça les montre dans un état barbouillé de sang, de rouge en tout cas. Ouais. Et donc, cette personne se permet de réaliser une œuvre dans laquelle, comme au temps des vitraux qui étaient réalisés, vous vous rappelez ce qui se passe à Chartres, donc les vitraux, il y a des messages cachés parce que sont financés par différents corps de métier. Donc, vous avez une symbolique qui est cachée. Vous avez un éléphant avec des petites oreilles, tout à coup. Pourquoi avec des petites oreilles ? Mais à chaque fois, il y a un C'est même contexte. Parfois financé jusqu'à certaines corporations, comme les Filles de Joie et autres à Chartres. Exactement. Et donc, il y a certaines parties du Nouveau Testament qui sont mises en avant, ou de l'Ancien. Mais en revanche, c'est fait comme un acte de rédemption, comme un acte de demande de pardon. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on va mettre à la hauteur des vitraux, c'est-à-dire on sera tous en dessous, on passera tous en dessous, et on met qui ? On a aujourd'hui des éléments qui prouvent qu'on va y mettre des abominables assassins qui ont inspirer cet artiste peintre, ça la regarde dans sa vie privée, si elle s'inspire, si elle a en plus des clients qui achètent ça la regarde, c'est son problème. Mais basé sur ce passé-là et faire des références à des meurtres, des assassins atroces, et les placer au cœur même du cœur battant de Notre-Dame de Paris, c'est un acte, je pense, abject. Je ne vois pas comment on peut être aujourd'hui indifférent à ce qui se passe. Il faut vraiment que toute personne, croyante ou pas, doit se lever. Parce que là, c'est impossible, ça ne peut pas passer. C'est juste impossible. Maintenant, je vous laisse détailler qui sont les personnes. Moi, avec effarement, j'ai découvert qu'il y a même un Russe, vous imaginez, représenté sur les... Un tueur en série. Un Russe qui est l'abominable tueur, l'un des plus grands tueurs de Russie moderne, qui s'appelle Popkov, Mikhail Popkov, le maniaque d'hangar, on l'appelait. C'était une espèce de loup-garou. Pourquoi ? Parce que c'était un policier qui commettait des meurtres. Il a tué 87 jeunes filles. 91. Il y a encore des jugements qui passent encore. Hein. Il continue encore d'avouer. En tout cas, l'époux de Claire Taboret, ou l'ami de l'époux de Claire Taboret, s'est fait tatouer 87 sur le biceps. Pour les 87 victimes. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, on a des admirateurs, on a des adorateurs, que ce soit Claire Taboret ou que ce soit son mari, des adorateurs du glauque, des adorateurs de la secte de la famille Manson, ou de Crowley aussi. Hein. Oui, Satan, Nicolas. Popkov, c'est pas n'importe quelle figure. Hein. Ce type n'a jamais rien regretté. Jusqu'à maintenant, il joue avec la justice russe à les faire aller et venir sur les aveux, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas toutes les victimes. Hein.
c'est quelqu'un qui était très... Alors écoutez, je vous propose, Lara, parce que le problème c'est que le temps s'écoule très rapidement, plus rapidement que je ne l'imaginais d'ailleurs, et j'aimerais entendre évidemment notre invité, Paul Cadence. Il a écrit, vous avez écrit un article, je crois, dans le Courrier des Stratèges sur justement ces vitraux, ces nouveaux vitraux, et j'aimerais avoir un petit peu votre son de cloche. Hein, quand on parle de cathédrale, ça, c'est un mot qui peut convenir, justement, Paul. Voilà, merci. Écoutez, moi, c'est un sujet que j'adore, en fait, puisque déjà, j'étais à Paris le soir du 14 avril 2019, c'est ça? Oui, 14 ou 15, oui. Le 15 avril, j'étais à Paris et dans un restaurant, des gens à côté de notre table nous disaient la cathédrale est en feu, la cathédrale est en feu. Donc, ça m'a touché personnellement quelque part et on était à ce moment-là. Il faut replacer un petit peu les choses dans le contexte historique quand même, parce qu'on sortait de la crise des Gilets jaunes, qui était quand même assez importante, et le soir de l'incendie de Notre-Dame, le président devait faire une sorte d'allocution publique, on l'imagine sur une chaîne de télé, à propos de cette crise des Gilets jaunes qui ne se terminait pas. Elle a été annulée vu qu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame. Donc il peut remercier un peu le pyromane au passage, ça lui a épargné ce discours un peu compliqué. Un petit peu avant ça, en 2018, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un attentat à Strasbourg. Cet attentat à Strasbourg est arrivé en décembre 2018, en plein mouvement de Gilets jaunes aussi. Oui. Complet de ça. Donc ça, c'est arrivé à ce moment-là. Et puis l'incendie de Notre-Dame. Et un peu après, le Covid est arrivé et a tout nettoyé. Oui. Donc pour moi, les événements qui se sont déroulés pendant cette période-là a évacué définitivement la crise des Gilets jaunes, qui était quand même quelque chose assez puissant en France, une révolte assez importante. Et voilà ce qui s'est passé au niveau de l'incendie. Maintenant, juste par rapport justement à ce que devait dire ce soir-là Emmanuel Macron en tant que président de la République au soir de 20h, c'était un retour. Ils devaient rendre compte des cahiers de doléances. C'est-à-dire qu'ils avaient inventé les cahiers de doléances pour calmer la crise des Gilets jaunes. Et les Français, très gentiment, ont tous laissé des demandes qui devaient aboutir à une annonce du chef de l'État. C'est juste pour préciser ça. Très bien, merci. Donc, sans être complotiste, on peut quand même remarquer que les événements se déroulent un petit peu dans le sens du président de la République, le jeune président de la République à ce moment-là, qui débutait un peu, élu en 2017. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé au niveau de cet incendie, qui a été vraiment très controversé au niveau de la possibilité ou l'impossibilité de mettre le feu à ces énormes poutres centenaires. Enfin bref, voilà, ça c'est une part des choses. Ensuite, maintenant... Moi, je suis scandalisé en tant que Belge déjà et en tant qu'artiste, je suis scandalisé de voir qu'il n'y a pas eu un appel d'offres public pour sélectionner un artiste, une artiste pour changer ces vitraux. Les changer ou ne pas les changer, à la limite, c'est encore un autre débat, mais que ce soit la décision et que ça a été imposé par le président et sa femme de façon terriblement autoritaire, en fait, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à aujourd'hui apparemment, puisqu'il y a eu une décision qui a été validée aujourd'hui, comme quoi il y avait l'autorisation de l'échanger. Oui, l'appel, il y a eu un appel pour justement empêcher ces travaux qui a été débouté par la justice. Voilà. Donc moi, je trouve ça vraiment scandaleux de ne pas faire un appel d'offres au niveau des artistes. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu 8 ou 9 artistes qui ont été sélectionnés à la base et qu'elle a été choisie. Oui. Maintenant, une seconde sur tout ce que vous avez dit sur Claire Tabouret. En tant qu'artiste et avec ma vision, je vais voir les choses un petit peu différemment. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Alors, Claire Tabouret, artiste française, femme d'une quarantaine d'années vivant aux États-Unis, à Los Angeles, bon, très bien. J'ai un peu regardé son travail et j'avoue que c'est quand même un personnage assez troublant. C'est quelqu'un d'assez étonnant. C'est une femme assez sombre et une artiste un peu bizarre. Et évidemment qu'il y a toute une sorte de... Je ne veux pas dire qu'il y a une cabale derrière elle, mais je ne sais pas dire qu'elle est entourée de mysticisme, mais il y a évidemment quelque chose. C'est un peu trop pour moi pour me prononcer là-dessus, mais j'ai vu son travail et qu'est-ce qu'on voit? Des femmes si à moi, de cerveaux qui sont deux têtes qui sont collées l'une à l'autre, c'est de cette toile. On voit des femmes à la bouche dont comme si le rouge à lèvres avait été
dissipé, comme ça a éclaté sur les lèvres. C'est une vision un peu bizarre. Ouais. Il n'y a pas un sourire sur aucune de ces toiles, d'aucune de ces figures. Elle-même ne sourit jamais. Donc il y a quelque chose de très sombre là-dedans, de très triste, de très noir. Et je trouve que sur le projet de vitrail qui représente la Pentecôte, la femme en question, pour moi, c'est un autoportrait. Pour moi, c'est vraiment son autoportrait à elle. Il n'y a qu'à voir, elle lui ressemble. Et je trouve ça encore presque plus scandaleux qu'autre chose. Oui, alors, ça, c'est après. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une discussion à savoir qui elle représente. Néanmoins, vous avez plusieurs personnages autour des apôtres qui tendraient à démontrer que la Vierge, en fait, est représentée par bien Susan Atkins, celle qui a tué Sharon Tate, l'épouse de Roman Polanski, qui était enceinte de 8 mois. Elle l'a éventrée, elle l'a tuée sans remords. Et il y avait cette prophétie de Charles Manson qui disait, c'était en 1969, ils se présenteront devant la mère de Dieu, et croiront la prier, et ils prieront, en fait, la fille du diable. Et c'est pour ça qu'il y a un doute. Mais bon, qu'importe. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres éléments sur le couple Macron ou sur justement le fait d'imposer si vous voulez en ajouter des choses, bien sûr, c'est le moment, Paul. Voilà. Donc, moi, je suis dans le milieu du design et de l'art depuis un certain temps, évidemment. Donc, vous connaissez bien le sujet. Voilà, je connais pas mal de collectionneurs, des grandes collections en France, en Suisse, un peu partout. Et j'ai un petit pressentiment. Voilà, je vous le livre franchement, c'est ce que je ressens maintenant. Je ne pense pas vraiment à une forme de complot, à une forme de pénétration de la cathédrale par la franc-maçonnerie ou par des forces occultes, bien que ça existe quand même. Je l'accepte vraiment volontiers. Mais je crois que le couple Macron n'est pas là-dedans. Je crois qu'ils sont conseillés, ces gens. Je crois qu'ils sont dans un monde de riches, un monde de gens célèbres et connus qui passent leur temps à aller à gauche à droite dans des cocktails, à rencontrer des gens intéressants. Ils sont en contact avec plein de grandes fortunes et on a vu les donations qui ont été faites juste après l'incendie de Notre-Dame. Je crois que c'est je ne sais pas combien de centaines de millions d'euros ils ont reçus de grandes familles, souvent catholiques d'ailleurs, qui donc ont obligé un petit peu les Macron à rénover la cathédrale dans son état d'origine, à l'identique. Ils n'auraient pas pu construire une pyramide en verre à la place de la flèche de Viollet-le-Duc, ça c'est une évidence. Donc ils ont dû la restaurer à l'identique pour satisfaire les donateurs d'un côté et pour satisfaire qui ? Les 13 000 touristes par an qui la visitent. Parce qu'il y a ça quand même. Moi je crois que cette cathédrale était déjà réifiée, c'est-à-dire que c'était déjà une sorte d'objet touristique bien avant qu'elle ne brûle. Et que donc il fallait absolument continuer, garder toute cette clientèle venant du monde entier la visiter, faire payer les entrées parce que Paris est endetté et que donc cet objet doit être rentabilisé. Écoutez, c'est l'autre option qui est en effet l'option peut-être la moins complotiste, si j'ose dire, mais quoique c'est pas d'un complot dont on parle que de l'intrusion du satanisme, de l'inversion des valeurs, de l'inversion religieuse, de l'inversion du sacré aussi dans cette affaire. Et c'est l'autre option. Et Lara, vous pouvez échanger peut-être rapidement l'un et l'autre sur ce point. Oui, moi je comprends ce que dit Paul, mais je ne suis pas d'accord profondément pour une raison très simple, c'est qu'il y a bien d'autres moyens. Il y a bien d'autres monuments où on peut rénover, où on peut introduire l'art moderne, laisser l'empreinte, etc. Il y a une volonté très étrange vis-à-vis de la cathédrale. Rien qu'à prendre en compte le fait que tout le monde était opposé au fait que le président prenne parole lors de la cérémonie de réouverture à l'intérieur. D'ailleurs, il avait promis de le faire à l'extérieur. Et il a quand même fait à l'intérieur. Donc en fait, il y a une emprise qui est sur cette cathédrale et je ne pense pas que c'était devenu un objet touristique. Elle avait réellement une profondeur autre que moi, même en tant que touriste, je n'ai pas visité à ce moment-là un monument historique, j'ai visité une cathédrale. Et cet esprit de cathédrale, il y était avant la réouverture. J'ai consulté des personnes qui ont pu visiter depuis et qui disent il y a plus rien de tout ça.
C'est-à-dire que l'aspect spirituel, la force qu'il y avait dans Notre-Dame, qu'ils avaient visité avant et qui existait à cette époque, malgré la présence des touristes. D'ailleurs, les touristes, ils viennent pas pour regarder l'art moderne de Notre-Dame. Je suis désolée pour les grands artistes du temps moderne. Ils sont même pas à la cheville de ceux qui ont su faire ces gens-là avec la notion de couleur qu'ils importaient de très loin, etc. Le fameux bleu et tout ça. Non, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Paul, voilà, c'est pas grave. On a le droit de ne pas être d'accord sur Radio Courtoisie. C'est pas que je ne pas être d'accord, c'est que je ne vais absolument pas terminer mon explication. Alors allez-y. Allez-y. Donc il y a évidemment une volonté, et là je vais venir un petit peu à qui dirige le monde, comme ça. Alors parce que finalement l'un s'imbrique dans l'autre. Donc, il y a évidemment une volonté avérée de détruire l'Église, de la supprimer tout simplement, et ça se fait brique par brique évidemment. On voit des églises qui brûlent en France, ça n'arrête pas, c'est sans arrêt. On voit des curés qui sont lynchés, qui sont égorgés. Il y a un tas de choses qui se passent au niveau de l'Église. Oui. Pourquoi ? Parce que il faut remettre les choses dans l'ordre. Il faut savoir qui dirige ce monde. Qui dirige ce monde, voilà, c'est l'industrie. L'industrie dirige le monde. L'industrie donne des ordres politiques, qui donnent des ordres à la presse, qui les transmettent et qui les exécute. Et le peuple accepte. Et d'accord, il ne comprend rien pour finir parce que qu'est-ce que le peuple voit ? Il voit les hommes et les femmes politiques qui s'expriment, mais ils ne comprennent pas d'où viennent les ordres, en fait. C'est l'industrie qui dirige. C'est très simple. Si on supprime l'industrie du monde, tout disparaît. Qu'est-ce que vous appelez l'industrie exactement, Paul ? L'industrie, dans son sens le plus large, c'est-à-dire la production, l'outil de production industrielle. Ouais. Toute la fabrication, la production. Les banques sont en dessous. Les banques dépendent de l'industrie. Elles aident l'industrie, mais elles en dépendent. La bourse en dépend aussi. Sans l'industrie, il n'y a plus rien. Si on enlève tout et qu'on laisse l'industrie, tout redémarre. Si on enlève l'industrie, tout disparaît. Donc c'est la preuve que l'industrie est au cœur du problème, c'est elle qui dirige. Et il y a ce problème de rentabilité à avoir absolument, qui fait que l'Église est un frein. Il faut absolument l'évacuer, parce que l'industrie a besoin de main-d'œuvre bon marché, de faire un dumping social pour baisser les coûts de revient des gens qu'elle emploie. Elle a besoin de multiplier sa clientèle en créant des classes sociales. On pense par exemple à l'homosexualité, on pense au transgenre, on pense au féminisme et des choses comme ça. Donc elle a besoin d'ouvrir toutes ces valeurs pour mettre un maximum de gens au travail, les payer le moins en moins cher et que ce soit des gens qui soient contre-révolutionnaires. Donc tout ça, c'est déjà bien calculé. Marx avait déjà vu ça il y a bien longtemps. C'est en train de se réaliser maintenant. Et comme par hasard, toutes ces valeurs sont des valeurs contraires à l'Église. L'Église n'aime pas tellement, la prostitution, oui, la pornographie, peut-être, mais les mariages gays, elle n'aime pas tellement. Le féminisme à outrance, pas tellement non plus. La transsexualité non plus. L'euthanasie non plus. Donc ce sont les valeurs de l'Église, en fait. Ces valeurs-là sont un frein à l'industrie. Et voilà pourquoi il faut l'évacuer et transformer Notre-Dame en un grand marché de Noël, si possible, et évacuer l'Église. Voilà ce que je crois au niveau c'est une analyse qu'on retrouve aussi chez Heidegger avec le raisonnement utilitaire. Finalement, c'est la rationalité technique qui dirige le monde, selon vous, si on veut avoir une analyse non marxiste, mais peut-être marxienne néanmoins, de la société mondiale. C'est un peu ça. Donc, ça, c'est finalement, il y a aussi derrière cela la désacralisation du monde. Alors, il y a toujours deux axes, mais ça... Le sacré, c'est pas rentable. Oui, Pierre Hillard le dira bien mieux que moi, il y a toujours deux axes. Il y a toujours un axe religieux et un axe financier. Les deux sont liés, si on veut. Donc, ils fonctionnent ensemble. C'est pour ça que c'est très compliqué de comprendre la situation, mais l'axe financier, on va dire, quand même, dirige le monde, appuyé par un axe religieux qui lui convient. Et cet axe religieux est appelé à changer. Quel est l'axe religieux qui convient aujourd'hui à ce monde industriel, à cette rationalité technique ? Ils sont pris dans un grave problème, parce que l'athéisme est un problème, si on veut, pour le pouvoir vertical, puisque tant qu'il y a un pouvoir vertical, on a intérêt à avoir des gens qui ont des croyances verticales en un Dieu. Ça les aide à faire confiance et à croire dans les gens qui les dirigent. Mais en même temps, une trop grande présence d'une religion est un frein
parce qu'on la met au-dessus des dirigeants. Et donc l'islam, par exemple, peut être un frein pour l'industrie, et donc aurait plutôt tendance à vouloir un petit peu freiner l'islam, qui a des croyances trop fortes par rapport à la croyance dans la marchandise, le marché, la consommation, ce que doit faire le peuple pour plaire à l'industrie. Est-ce que vous êtes weberien ? Est-ce que vous considérez comme Max Weber que le protestantisme est le rite le plus adapté justement à cette industrie industrieuse ? Oui, ça se tient, il faut vraiment faire attention, il faut lutter, il faut continuer à se battre, il faut refuser la destruction de l'Église. Moi qui ne suis pas spécialement croyant, chrétien, catholique dans le sens pur du terme, mais qui suis plutôt un panthéiste, c'est-à-dire que je suis plutôt spinoziste, c'est-à-dire que je crois que le divin est partout, est en toute chose de création, donc que la création est divine. Et donc j'évite d'avoir un dogme parce que le dogme m'empêche de réfléchir, m'empêche de comprendre le monde. Et en gros, comme disait Hegel, la liberté absolue, oui, a un prix, c'est de se soustraire à tous les dogmes, absolument tous. Donc ça, c'est son secret. Vous avez un auditeur qui, lui, est dans cette logique quand même des francs-maçons sur la cathédrale Notre-Dame. Il dit « Chacun à sa place et les vaches seront bien gardées, que la République maçonnique s'occupe de ses compas et que les chrétiens s'occupent de Notre-Dame. Laissons à l'avis des paroissiens le choix de changer les vitraux et pas à ceux qu'on peut soupçonner d'avoir allumé la mèche. » Bonne soirée, nous dit cet auditeur. Moi, je veux dire encore une chose, c'est que, évidemment, la maçonnerie a évidemment envahi l'Église depuis bien longtemps. Ouais. Vous êtes allé à Versailles, on a vu la chapelle de Versailles, on voit les carrelages, les dalles de Versailles noires et blanches, on voit la pyramide avec l'œil au centre sur l'autel de cette chapelle. On voit aussi les mêmes dalles noires et blanches sur le sol de Notre-Dame. Donc, il y a quand même une pénétration de la maçonnerie dans l'Église, vraiment séculaire. Donc, ne soyons pas dupes de ça, évidemment. Il faut vraiment le savoir. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font, les Macron ? Ils font un pas en plus. Ils nous arrachent un peu de la beauté de cette magnifique architecture gothique, quand même. Je vais quand même rappeler aussi que c'est Philippe II, en 1223, qui a créé cette magnifique cathédrale. Elle a été évidemment détruite à la Révolution française par tous ces crétins, et puis elle a été restaurée par Viollet-le-Duc en 1845. Il l'a agrandie, il a fait cette flèche de 93 mètres de haut, ce qui est une merveille évidemment. Donc on a une merveille architecturale. Allez dire à Mélanie en Italie, à Milan, qu'on va changer les vitraux du Duomo de Léonard de Vinci, vous allez voir sa tête. Allez dire ça à la Sagrada Familia à Barcelone, ça va être pareil. Ces gens ont quand même un respect pour la croyance certainement, pour l'Église certainement aussi, mais surtout pour la beauté du bâtiment et le respect de ce bâtiment. Moi, je trouve que rien que pour ça, c'est scandaleux, ça devrait être complètement interdit. Il faudrait leur faire changer ces vitraux dès qu'ils sont installés et remettre les anciens. Mais j'aimerais qu'on revienne sur cette religion la plus adaptée justement à l'industrie, à ce qui domine justement le monde, en tout cas occidental, Paul Cadence. Parce que est-ce qu'il n'y a pas une religion finalement adaptée exotérique et une religion ésotérique, les deux s'imbriquant, l'exotérique étant en effet faite d'athéisme, de consumérisme et j'en passe, et puis une religion ésotérique qui pourrait être finalement celle de l'industrie, celle de la raisonnement utilitaire, qui serait le satanisme. Ça peut paraître original, mais bon. Ouais, ça pourrait être original, d'accord, mais moi j'ai un peu un problème avec ça, c'est que regardez les JO 2024, ça vous a pas choqué quand même ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire là en juillet ? C'était les bacchanales, c'était vraiment des bacchanales représentatives d'une espèce de décadence sans nom de ce qu'est, je dirais, la Ve République. C'est vraiment une catastrophe ce qui s'est passé là. Mais en fait, c'est le copier-coller des, je sais pas moi, de concours pour la chanson, comment ça s'appelle encore, l'Eurovision. Oui, l'Eurovision. Tout est pareil en fait, tout est, il y a une décadence, une inversion, c'est-à-dire que ce qui était beau devient laid, ce qui est laid devient beau, oui. Voilà, et toutes les valeurs sont inversées, c'est normal, et ça c'est uniquement une chose, c'est l'industrie qui décide ça, parce que quand elle n'a plus rien à manger, à grignoter, il faut qu'elle grignote un peu tout, un peu comme un lion affamé.
quand il n'a plus rien à manger, il va manger son bébé, il va manger sa propre progéniture s'il le faut. Et c'est ça que fait le capital pour l'instant. On est dans une société qui est organique et tout se fait automatiquement. Et moi, je suis de ceux qui pensent que les hommes et les femmes ont de moins en moins de choses à dire et de moins en moins d'autorité et de pouvoir, et que ce monde organique travaille pour eux et se fait tout seul et roule tout seul. C'est ce qui se passe avec l'Union européenne. Moi, j'habite à 2 kilomètres des bâtiments de la Commission européenne, oui. Et je vois un peu ce qui se passe, j'observe bien, les gens, ils ont une idéologie en fait qui leur a été inculquée par l'industrie, parce qu'on leur a dit, on a dit aux politiciens, trouvez-moi des solutions pour que les gens achètent de nouveau des voitures, on n'en vend plus. Ah, on va faire de l'électrique, on va obliger l'électrique. Alors ça relance un petit peu, et puis ça se casse la figure quand même. Et puis obliger les gens à acheter des panneaux solaires, obligeons-les à accepter les éoliennes, etc., etc., etc. Parce qu'on a inventé un réchauffement climatique qui, entre nous, franchement, on l'attend toujours. Donc voilà, c'est l'industrie qui décide, qui donne ses ordres, qui commente. Et en fait, de religion, je pense que ce qui l'arrange, c'est une sorte de paganisme, pour finir. Une sorte de... Oui, on est les gentils, hein, c'est le noachisme, l'arche de Noé. Là. Pour finir, c'est ça qui arrange l'industrie. Oui, en tout cas, voilà, vous considérez, c'est intéressant comme réflexion, mais que tout ça est automatique, qu'il n'y a pas nécessairement une boîte noire, en quelque sorte, dans une analyse cybernétique de la société, avec des individus précis qui tireraient les ficelles. Ça, vous n'y croyez pas. Exactement, c'est tout à fait ça. Je crois que c'est même indépendant de leur volonté, ça les dépasse. En fait, l'homme a créé un monstre. Avec l'argent, avec le capital, avec la production, il a créé un monstre qui lui échappe en fait. Et maintenant, qu'est-ce qui coule dans les veines des gens? C'est l'argent. Et quel est leur idéal? L'hubris, la démesure. Donc l'idéal des gens, c'est la démesure. Ça, c'est l'idéal. On les voit, tous les riches de ce monde sont non seulement dépensiers, outranciers, ils exagèrent tout, mais en plus, ils sont, excusez-moi l'expression, mais ils sont cons. Ils sont devenus bêtes à force. L'argent rend bête. Écoutez, merci Paul Cadence, ça mériterait une émission entière et non pas un bout d'émission. Ça nous a permis en tout cas de faire connaissance dans cette émission qui va s'achever. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre dernier livre, La Maison d'édition, et comment se le procurer? Oui, voilà. Donc c'est Philosophie du devenir, édition du Lys Bleu, et il est partout sur toutes les plateformes, Amazon, Fnac, librairie Logos et ailleurs. Et le livre précédent? Philosophie de la soustraction, voilà. Ouais, il est ici. Ça, c'est le précédent. Très bien. Et à l'Harmattan, voilà. Là, c'est les impliqués de l'Harmattan, ouais. Très bien. Aussi disponible. Eh ben, merci beaucoup, Paul Cadence. Les auditeurs ont posé encore quelques questions ou observations. Je vous rejoins à 100% pour Bardella. Voilà, vous avez bonsoir Stocker, que conseillez-vous aux auditeurs pour échapper aux grosses difficultés de circulation qui auront lieu le 23 mai à Paris si vous n'invalidez pas les prévisions faites avec votre invité écrivain le 22 avril dernier? Eh bien écoutez, faites comme vous le voulez, moi je ne serai pas à Paris le 23 mai. Voilà ce que je peux vous dire, chers auditeurs. Voilà, beaucoup d'autres questions, on a fait le maximum, mais c'est fini, voilà, on m'explique que c'est terminé, donc merci Lara pour votre participation. Merci Nicolas, merci Virginie, merci Paul. Merci Paul Cadence encore pour votre participation. Et puis à Virginie, passez une excellente soirée. C'est trop court, 1h30, c'est trop court, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Et je vous dis à samedi maintenant pour le Libre Journal de Géopolitique Profonde. Bonne soirée à tous. Vous venez d'entendre le libre journal de la Résistance française, dirigé par Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 20 mai 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres.
Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats. On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. Histoire. Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. Ouais. Littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai ? Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.